toutes et à tous, c'est Ilyes. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo analyse et pronostic en compagnie comme d'habitude de Movsar Ibragimov. On va évidemment vous parler cette fois-ci du combat principal de l'UFC 292 qui se déroule le dimanche 20 août à Boston. Et évidemment en main event, on aura un combat entre Aljamain Sterling qui va défendre sa ceinture de champion des poids coqs face à Sean O'Malley dont ce sera le premier title shot. Comme je vous l'ai dit, on retrouve Movsar Ibragimov, champion EF chez les poids coqs, médaillé de bronze aussi au championnat du monde IMMAF et médaillé de bronze au championnat d'Europe IMMAF. Salut Movsar, comment tu vas? T'as dit médaillé de bronze, médaillé d'or. Ah oui, médaillé. En fait, ton palmarès est tellement fourni que je m'en mêle les pinceaux. Donc c'est bien médaillé de bronze au championnat du monde IMMAF et médaillé d'or au championnat d'Europe IMMAF. Je l'ai bien dit là cette fois-ci. Ouais, Comment tu vas, Movsar? super, ça va super et toi? Ça va très très bien. En plus, on va parler de ta catégorie là, pour le coup, les poids coqs. Première question, j'ai l'habitude de te poser cette question-là en première question, mais j'aimerais savoir ce que tu penses de ce combat entre Aljamain Sterling et Sean O'Malley. Est-ce que c'est un combat qui te hype, t'es intéressé, tu trouves que c'est équilibré ou au contraire totalement déséquilibré et pas énormément d'intérêt? Bah, comme t'as dit, vu que c'est ma catégorie, euh, tout ce qui est dans ma catégorie, moi je regarde, ça m'intéresse. Enfin, ma catégorie, même si je compte faire flyweight dans mes débuts pro, donc 57, la catégorie juste en dessous, c'est quand même autour de mon poids, donc c'est très intéressant. Donc déjà, je pars avec cet intérêt-là, mais en plus, Sean O'Malley, c'est un combattant que j'aime bien regarder, j'aime beaucoup regarder. Même si Sterling, voilà, je suis pas très fan, c'est quand même un très très grand nom de cette catégorie, un des plus grands noms même de l'histoire de cette catégorie. Donc, au vu des deux personnages qui font ce combat-là, le combat il va être très intéressant. C'est peut-être pas le combat principal, le main event d'un UFC numéroté dont on parle le plus, mais moi, il m'intrigue. Et pourquoi est-ce qu'il m'intrigue? Parce que déjà, on peut dire, hein, je pense que tu seras d'accord avec moi, Mofsar, mais c'est une vraie opposition de style comme on aime entre d'un côté un striker d'exception, Sean O'Malley, et franchement, pour moi, c'est l'un des combattants que j'aime le plus voir combattre. C'est très propre, c'est très technique, ses déplacements. Il est complet dans son striking en tout cas. Franchement, c'est l'un des meilleurs strikers de la catégorie, ça c'est sûr. Et peut-être même l'un des meilleurs strikers de tout l'UFC. Et puis de l'autre côté, on a Aljamain Sterling qui lui, bon, on va dire que son striking, il est rudimentaire, surtout si on le compare à celui de Sean O'Malley. Mais c'est un excellent lutteur et un redoutable grappleur. C'est une vraie opposition de style, hein, Mofsar. Oui, c'est ça, on a un des plus grands de la catégorie, Sean O'Malley, qui est pas connu pour avoir le plus grand physique. Face à lui, on a Sterling, il est énorme, il est tellement énorme que d'ailleurs il a dit que quel que soit le résultat de ce combat, il passerait en featherweight, donc pour la catégorie au-dessus. Même si il veut aussi laisser la place à Merab, son partenaire d'entraînement, etc. Mais bon, c'est une autre histoire. Donc gros physique, gros lutteur face à quelqu'un que j'aime bien comparer à un sniper, tu vois, Sean O'Malley, des longs membres, des coups spectaculaires, coups de pied retournés, coups de pied sautés, il fait de tout. Et c'est ça qui fait qu'il a une grande communauté en plus de son, son style pas très commun, tu vois, les cheveux de couleur, nani, il fume tout le temps des joints comme Nate Diaz. Donc, style opposé, caractère opposé, personnage opposé, ça fait forcément des chocs. Ah, c'est clair, ça fait des étincelles. Et ouais, ils sont même opposés dans le sens où j'ai envie de dire que Sean O'Malley, il est un petit peu vu comme le chouchou de Dana White, hein, clairement. Hein, c'est pas un secret, c'est pas une surprise. L'UFC et Dana White en particulier, ils misent tout sur Sean O'Malley. Pour eux, c'est leur futur star en devenir. C'est peut-être le futur, entre guillemets, Conor McGregor. Parce que honnêtement, je trouve qu'il n'y a absolument rien à voir, ne serait-ce qu'au niveau de leur personnalité entre Conor et Sean O'Malley. Mais tu vois dans quel sens je veux le dire. Et puis de l'autre côté, Aljamain Sterling, que j'ai l'impression l'UFC considère et Dana White considère comme le vilain petit canard. Donc même dans ce sens-là, en fait, ils sont totalement opposés, que ce soit Sean O'Malley et Aljamain Sterling. Totalement, l'UFC, si tu regardes, ils ont fait ça avec Hamzat, il y a un peu cette hype qui se démarre avec Mokaev, ils sont toujours en recherche de créer un nouveau visage du MMA comme Conor, même si comment tu veux égaler ce qu'a fait Conor, tu vois, mais c'est normal parce que c'est ce genre de mecs-là qui font vivre leur business, qui font grandir même le monde du MMA, donc ils sont tout le temps dans la recherche de création de cette idole du MMA. Et de l'autre côté, tu as Sterling
qui depuis son combat contre Peter Yan, avec la controverse quand il avait gagné c'était comment, il avait été disqualifié Peter Yan, C'est ça. tout le monde l'avait haï, et c'est très très dur de récupérer un public que t'as perdu. Même si son, après il a reprouvé qu'il était meilleur, etc. Il garde malheureusement cette image qui est très dure à enlever, et l'UFC, tu vois, eux, ils veulent que du bénéf. Mhm. Et vu que Sterling il fait que gagner, bon, il pose problème, tu vois. Alors bien sûr, c'est sûr et certain que Dana, il va prier pour que Sean il gagne. Il y a énormément de gens qui aiment bien Sterling pour ce qu'il a accompli dans la catégorie, mais je te pose cette question, mon frère, est-ce que tu as déjà croisé un fan d'Aljamain Sterling? Moi, personnellement, j'en ai jamais croisé. Encore une fois, les gens le respectent à juste titre parce que sportivement parlant, il est incroyable. On va y revenir, hein, ce qu'il a accompli dans la catégorie des poids coqs. Mais comme tu l'as dit très justement, il y a cette image de comédien, entre guillemets, qui lui colle à la peau après la disqualification de Peter Yan et le fait qu'il a décidé de rester par terre et qu'il était sonné par ce coup de genou illégal. Ouais, en vérité, c'est vrai que Sterling, c'est peut-être pas le plus, comment dire, le plus charismatique des champions qui a actuellement à l'UFC. Mais en fait, faut pas oublier que le travail de combattant des MMA, surtout quand t'es dans l'UFC, t'es un combattant, mais au moins autant qu'un combattant, t'es un personnage public. Et ton but, c'est de vendre. Et tu dois être vendeur. Parce que beaucoup oublient ça. On est des acteurs. On est comme des gens qui jouent dans un film. Les gens, ils allument leur télé, ils payent le pay-per-view comme ils vont au cinéma. Il y en a, ils payent le pay-per-view pour te regarder combattre à l'UFC. Si t'es ennuyant, si personne veut te regarder, t'as pas de pouvoir d'achat. Personne veut te regarder. C'est comme ça que ça marche. Donc, fatalement, ils gagnent. Ok, c'est bien. Mais qu'est-ce que tu rapportes, tu vois? Donc, il traîne malheureusement cette image-là. Et comme t'as dit, tu vois, si tu prends les Tortues Ninja, tu vois, lui, ben, c'est lequel, le mauve. Tu vois, personne veut être le mauve. Tout le monde veut être le rouge. Tu vois ce que je veux dire? C'est la même chose. Et c'est pas le personnage principal de l'histoire. Ah, je suis mort. Je sais plus comment il s'appelle le mauve, mais moi, j'aimais bien Michelangelo. Tout le monde connaît le rouge Michelangelo. Ah, la Personne connaît le rouge. Ouais, c'est pas faux. Pas mal. Franchement, pas mal la petite métaphore. Et le délire aussi avec Sterling, c'est que le mec, il vient de New York, il s'entraîne à New York. Précédent combat contre Henry Cejudo qu'il a gagné sur décision partagée, si je me souviens bien. Le combat s'est fait à New York, dans l'état de New York, hein, pas dans la ville de New York. Et il a été sifflé par ses propres supporters en quelque sorte. Donc le pauvre, c'est vraiment le mal-aimé de l'UFC. Encore une fois, c'est tout le contraste de Sean O'Malley. Tu parlais du pouvoir d'achat, du fait de devoir vendre des pay-per-view. C'est quelque chose qui est très important à l'UFC. Hein. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc il faut rapporter de l'argent à ton organisation comme l'a fait un certain Conor McGregor. Est-ce que tu penses que c'est pour cette raison-là que Sean O'Malley, on lui a offert le title shot parce que c'est une star, parce qu'il est très populaire, ou est-ce que tu dirais que sportivement, il mérite quand même de disputer la ceinture chez les poids coqs? C'est les deux, hein. Franchement, c'est les deux. Il a fait ce qu'il faut. Moi, je trouve qu'il a fait ce qu'il faut pour mériter le title shot. Même si certains disaient que, et j'étais d'accord avec cet avis-là, qu'il avait sauté quelques étapes pour affronter Peter Yan. C'est allé un peu vite. Mais il a affronté et il a gagné. Il a fait un gros braquage. C'était un combat serré, un combat controversé, tout ce que tu veux, mais il a gagné. Et étant donné qu'il a gagné, celui qui a régné sur la catégorie pendant longtemps, je trouve ça justifié, en plus de sa hype, en plus du fait qu'il va permettre de vendre beaucoup plus de pay-per-view. Sean O'Malley, il mérite totalement ce title shot, je trouve. Donc t'es pas de l'avis de ceux qui considèrent même, moi c'est ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, mais il y a même des personnes qui disent de Sean O'Malley qu'il est surcoté parce qu'en fait le seul top 5 qu'il a battu pour l'instant c'était Peter Yan. Toi t'es pas du tout d'accord avec cet avis-là alors? Non, je trouve que Peter Yan suffit à montrer que qu'il peut avoir le title shot. Je trouve que c'est totalement suffisant, tu vois. Et, tu vois, il a battu Cejudo, Sterling a battu Cejudo, il a battu Peter Yan 2 fois. Donc c'est bon, tu vois, moi je pense faut envoyer du sang nouveau et Sean O'Malley c'est le candidat idéal.
Totalement d'accord avec toi. En fait, le seul qui aurait été méritant, c'est Merab Dvalishvili. Mais bon, comme on sait que Sterling et Merab, ils sont big potes. Donc ça, c'était mort. C'est Udo, comme tu l'as dit. Ben, Sterling vient de le battre. Il a battu Cory Sandhagen. On aurait pu avoir peut-être un Sterling, comment il s'appelle, Marlon Vera. Mais Marlon Vera a perdu justement au combat précédent contre Cory Sandhagen. Donc oui, c'est clair que Sean O'Malley mérite le title shot, même sportivement. Euh, Grâce à sa victoire au précédent combat l'année dernière, ça passe super vite, mais le dernier combat de Sean O'Malley à l'UFC s'est fait du coup contre Peter Yan, ancien champion de la catégorie. Bon, aujourd'hui, il est un petit peu l'ombre de celui qu'il était à l'époque, mais au moment où Peter Yan a affronté Sean O'Malley, ben, le russe, il était encore perçu comme vraiment une terreur de la catégorie. Le combat était très serré, je l'ai revu tout à l'heure. Comme toi, en fait, au moment où le combat s'est terminé, je me disais que Peter Yan allait l'emporter les mains dans les poches. Et puis les juges ont considéré que Sean avait fait assez pour se voir attribuer la victoire sur décision partagée. Avec du recul, Movsar, est-ce que tu comprends cette décision ou est-ce que tu considères encore aujourd'hui que c'est un vol ce dont a été victime, on va dire, Peter Yan contre Sean O'Malley? Le jour du combat, moi j'étais vraiment certain que Peter Yan allait gagner. Mais il y a quelque chose de compliqué dans dans le jugement, c'est que déjà, quand t'es juge et que tu regardes le combat sur place, quand t'es au coin du combat, tu regardes le combat, tu le perçois différemment, déjà de un. De deux, moi, faut dire que j'étais un peu biaisé. Euh, Tu vois, vu que moi, je voulais vraiment que Peter Yan gagne ce combat-là, parce que je voulais qu'il batte Sterling. Euh, Est-ce que j'ai été vraiment objectif, tu vois? Donc, ça fait partie des aléas du sport. Et Sean, il a rien à voir là-dedans. Il a pas payé les juges, tu vois. Lui, il est venu, il a fait son combat et il a gagné. Donc, s'il y a quelque chose à reprocher à quelqu'un, c'est les juges, c'est les staffs de l'UFC peut-être, si, tu vois, si contestation il y a. Mais Sean, il est méritant, il a fait ce qu'il a à faire, tu vois. Donc, je trouve que c'est une autre histoire. Je me souviens, j'en avais parlé avec Tarek, head coach de l'équipe nationale de Belgique de MMA que tu connais très bien. Et lui, il m'avait dit qu'en fait, il y a énormément de gens aussi, tu vois, toutes les personnes qui ont crié au scandale pardon, sur les réseaux sociaux ont peut-être une méconnaissance du règlement, mais ce qu'il faut dire, c'est que ce qui est pris en compte par les juges, c'est striking efficace ou grappling efficace en numéro un. En numéro 2, c'est l'agressivité. En numéro 3, c'est le cage control. C'est vrai que quand nous, on regarde ce combat-là, tu vois, on est pris par les émotions. On juge pas round après round. Je sais pas pour toi, mais moi, je regarde le combat. Ouais, c'est dur d'être juge, en fait. Les juges, ils regardent pas ce combat pour prendre du plaisir comme nous, les fans de MMA. Ils regardent ce combat vraiment pour déterminer lequel des deux l'a emporté. Et en revisionnant ce combat, effectivement, je trouve que le deuxième round, Peter Yan le gagne. Ça, il y a pas de doute. Le troisième round, je le donne légèrement l'avantage de Sean O'Malley. Puis le premier, il est tellement comment dire, serré que ça peut aller d'un côté comme de l'autre. Donc, avec du recul, encore une fois, et en prenant en compte ces critères, c'est pas une victoire, comment dire, c'est pas un braquage, c'est pas un Paddy Pimblett contre Jared Gordon, ça c'est sûr. On a parlé de Sean O'Malley Movsar, on va quand même parler de d'Aljamain Sterling, qui est le champion de cette catégorie des poids coqs, qui reste sur une victoire sur décision partagée contre Cejudo. Premier champion de l'histoire de la catégorie à avoir défendu sa ceinture à 3 reprises et peut-être une quatrième fois d'affilée. Est-ce qu'on peut le considérer selon toi, Movsar, comme le plus grand bantamweight de l'histoire de l'UFC, avant bien évidemment que tu arrives et que tu remettes les pendules à l'heure à l'UFC dans la catégorie? Bien sûr, le plus grand, ça sera moi. Mais en attendant, plus grand, parmi les plus grands, je dirais. Je dirais parmi les plus grands. Euh, Parce que être le plus grand, pour moi, il faut aussi, c'est pas juste gagner, c'est un ensemble de choses. C'est gagner, avoir une image. Tu comprends comme tu prends les plus grands, tu vois, c'est John Jones, GSP, Connor. Pas parce qu'ils ont été invaincus qu'ils ont gagné pendant très longtemps, c'est parce qu'ils ont aussi touché un public, tu vois. Mhm. Donc, de ce fait-là, je trouve qu'il coche pas toutes les cases, Sterling. Même si côté combattant, il est parmi les plus grands. Mais côté toucher le public, tu comprends, il y a plusieurs critères. Il a 5 étoiles combat, 5 étoiles discipline, mais toucher le public, il est à 2, tu vois. Donc, parmi les plus grands, mais c'est pas non plus le plus grand, selon mon avis. Non, non, je comprends totalement ce que tu avances, hein. Donc en fait,
On va dire que sur le plan sportif, oui, il mérite parce que plus grand nombre de défenses de ceintures dans la catégorie. Bon, après, il y avait aussi des grands champions dans la catégorie. Il y a eu du Henry Cejudo, il y a eu du TJ Dillashaw, il y a eu du Dominic Cruz. Mais je comprends, sportivement, oui, Sterling mérite. Ça, Cody Garbrandt aussi, il y a eu des grands noms, tu vois. Cody Garbrandt. En fait, si Cody Garbrandt avait maintenu son niveau, là, tu vois, le niveau face à Dominic Cruz, pendant quelques années, il avait tout, lui. Il avait vraiment la grande gueule, le trash talk, le style, le charisme, le divertissement, bref. Il était incroyable, Cody Garbrandt. Je pense que j'en ai oublié un aussi qui était plutôt pas mal, mais bref. Je comprends totalement ce que tu veux dire. C'est vrai que Sterling, c'est pas le plus divertissant qui soit dans la catégorie. Par contre, physiquement, Mofsar, t'en as parlé tout à l'heure, mais le mec, il est juste monstrueux. Il arrive à valider les moins de 61 kilos à la pesée 24 heures avant le combat. Mais hors compétition, il dépasse, non, il frôle, pardon, les 80 kilos. Donc il y a 19 kilos de différence entre le Sterling hors compétition et les soirs de pesée. Sean O'Malley, de son côté, il est très grand pour la catégorie, 1m80 contre 1m70 pour Sterling. Mais au max du max, il tape 70 kilos hors compétition. Physiquement, Sterling, donc stylistiquement et physiquement, j'ai envie de dire, Sterling, c'est vraiment le plus avantagé des deux sur cette confrontation. Ouais, totalement, totalement, parce que mon dernier combat, là, on est le combien? On est le 16 aujourd'hui, le 30 juillet, donc il y a 2, 3 semaines. J'ai affronté un adversaire en 61 kilos qui faisait 1m85, donc un peu plus grand que Sean O'Malley. Sauf que moi, hors combat, je sais que je suis un peu plus lourd que lui. En fait, c'était un catchweight à 63 kilos. Mais bon, on fait tous les deux, on valide tous les deux le 61 tranquillement. Donc dans ce combat-là, moi je l'ai gagné et je l'ai gagné facilement parce que physiquement j'avais un très gros avantage. Plus grand d'allonge, tu vois, les mains, les jambes plus gros, mais il suffit que je mette la pression une fois contre la cage, la différence de force physique est trop importante, tu vois. Donc quand je l'amenais au sol, il était bloqué, quand je l'attrapais, il était bloqué. Dans les phases d'échange de lutte, euh, la différence de force, elle se voyait, elle se ressentait vraiment beaucoup. Donc, je dirais que Sterling, de mon expérience personnelle, Sterling, il va avoir un très gros avantage dans ce domaine-là s'il arrive à cadrer Sean O'Malley. Et puis c'est vrai qu'au niveau de l'allonge, même si Sean O'Malley est beaucoup plus grand que Sterling, donc 10 centimètres de plus, en termes d'allonge, ils sont quasiment à la même. Je crois que c'est 183 centimètres pour Sean et 180 centimètres pour Sterling. Donc franchement, physiquement parlant, Sean O'Malley, il a quasiment aucun avantage face à Sterling. Pour rassurer les fans de Sean O'Malley, j'ai quand même envie de dire quelque chose, Mofsar, c'est que la dernière défaite de Sterling, elle s'est faite sur KO contre un striker, Marlon Moraes. Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais en fait Sterling voulait l'amener au sol, Marlon Moraes. Il plonge vers ses jambes et là t'as Marlon qui le contre avec un coup de genou de fou furieux, plein visage, Sterling KO et inconscient. Est-ce que Sean O'Malley, selon toi, peut reproduire ce genre d'exploit entre guillemets, en sachant que les coups de genou pour arrêter les takedowns, je pense que c'est l'arme la plus destructrice qui soit. C'est un peu un coup de roulette russe, les genoux sautés sur un takedown. Comme Benil Dariush, d'ailleurs, il avait eu ça contre Edson Barbosa. Bah, tu vois par exemple que d'autres ont essayé, et même Barbosa lui-même a essayé ça plusieurs fois contre Khabib aussi, je pense. Mais le problème, c'est que il faut vraiment le toucher au bon endroit, au bon moment, l'envoyer au hasard, ça marche pas. Et si tu mets pas KO sur le genou, c'est sûr et certain que tu finis au sol. Parce que tu lèves un genou, si tu sautes pas, t'as plus d'appui au sol, tu comprends? Donc, il y a un côté risqué. Tu peux arrêter le combat sur les grandes pompes, tu vois. Donc, surtout que quelqu'un qui a déjà pris ce coup-là, il va toujours travailler à prendre des précautions pour ne plus que ça se reproduise. Donc reproduire le même, compliqué, mais au vu de, tu vois, même s'ils ont la même allonge sur les mains, le fait qu'il soit grand, qu'il ait des plus grandes jambes, il a un bon style de déplacement. Mhm. Sean O'Malley, un peu comme Adesanya, il se déplace vraiment correctement, il se déplace bien. Tu vois, même s'il est dos à la cage, s'il est en offensive ou en défensive, c'est quelqu'un qui gère beaucoup l'espace autour de lui. Donc, ce qui va être compliqué, à mon avis, pour Sterling, c'est de le cadrer pour Mhm. réussir à le shooter sans être trop loin. Parce que tu vois, si tu shootes de loin, on te voit facilement, t'es facile à défendre, facile à sprawler, un peu comme un taureau que t'attires avec le truc rouge, là. Donc, à voir à comment Sterling va réussir à mettre la pression.
parce que Peter Yan faisait la même taille que lui. Cejudo était même un peu plus petit que lui. Comment il va se débrouiller contre un plus grand? Tu vois, pour moi, c'est ça qui va, qui va dire dans quelle direction va aller ce combat. Et puis malheureusement, contre-exemple, pour le coup, pour pas du tout rassurer les fans de Sean O'Malley, on se souvient tous ce que Sterling a réussi à faire à Cory Sandhagen, qui est aussi grand que Sean O'Malley, et qui, comme Sean O'Malley, bon, je pense au niveau du footwork, Sean O'Malley est meilleur, dans les déplacements en tout cas. Mais voilà, Cory Sandhagen, excellent striker, très grand pour la catégorie. Sterling n'a eu besoin que de prendre son dos, il l'a soumis au premier rang, donc ça fait peur aussi pour les fans de Sean. Je pense qu'il y a un favori net et précis qui se dégage de cette opposition, mais venons-en, parce que là on va passer au pronostic déjà. Movsar, qui tu vois s'imposer entre Sterling et Sean O'Malley? À quel moment du combat et comment est-ce que tu vois le gagnant l'emporter? Je pense que le favori évident de ce combat-là, c'est Sterling. Et je pense que le scénario le plus plausible, c'est que soit il va le soumettre avec un étranglement, il va gagner par décision. Mhm, Je le vois mal le mettre KO. mhm. Même si, tu vois, avec des low kicks, peut-être tu vois, il y a un monde, il y a un monde où c'est possible, mais je le vois pas faire autre chose que ce qui est facile. Même si pour le bien de l'UFC, et j'aimerais aussi voir ça, que Sterling il s'en aille en perdant sa ceinture contre Sean O'Malley. Je pense quand même que Sterling va gagner par décision unanime ou alors soumission. Soumission ou décision unanime. Pour moi, c'est vraiment le scénario classique qui risque d'arriver et Sterling il va partir en champion bien chiant qui va rendre son titre vacant. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que 90% des personnes qui regardent l'UFC, qui aiment le MMA, pensent la même chose. Je pense qu'il y a vraiment de grandes chances pour que Sterling l'emporte sur décision unanime contre Sean O'Malley en neutralisant son striking, en l'amenant au sol au maximum, en le fatiguant. Il faut dire aussi que ce sera la première fois que Sean va combattre sur un 5 rounds. Au niveau de sa condition physique, j'ai hâte de voir ce que ça va donner si ça va jusqu'au cinquième round, parce que Sterling peut l'emporter très rapidement comme il l'a fait contre Cory Sandhagen, mais pour le show, pour le divertissement, on est tous d'accord, il faut que Sean O'Malley s'impose, pourquoi pas sur un KO dans le premier round aussi. Ce serait pas mal pour l'UFC 292. Mais si vous êtes de ceux qui pariaient, clairement c'est Sterling qui est de très très loin le favori. Du coup, je pronostique aussi victoire sur décision unanime pour Sterling. Movsar, merci beaucoup pour ton analyse, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. C'est officiel, ça vient à peine de tomber, mais Movsar Ibragimov va combattre à l'AEF le 14 octobre, si je ne me trompe pas, face à l'un des frères Muris. Du coup, c'est une très bonne nouvelle. En fait, tu vas défendre ta ceinture de champion des poids coq à l'AEF ou bien c'est dans une autre catégorie? Non, même catégorie, c'est à 61, je défends. Et là, le truc, Théo Meurice, il prend sa revanche. Ça va être un bel événement, une belle carte, avec Patrick, trois ceintures. Donc il y aura Patrick, moi et encore un autre combat avec l'autre frère Muris. Donc ouais, j'ai hâte, ça va être un beau gala, beaucoup, 4000 places, je pense, l'événement, et ça risque de faire du bruit et on va faire du grand show. Exactement comme à la précédente fois aussi, c'était pareil. Vous étiez les stars vraiment de l'événement. Du coup, rendez-vous le 14 octobre pour la EF 3, si je ne dis pas de bêtises, où vous pourrez retrouver Patrick Abirora, notamment Movsar Ibragimov. Movsar, merci beaucoup et à la prochaine pour une nouvelle analyse.